Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, je dirais, car c'est une question récurrente que beaucoup de monde se pose et surtout quand on est présent sur les réseaux sociaux. La question qui nous brûle les lèvres, c'est comment ne jamais être à court de contenu et encore plus de contenu qui intéresse et qui convertisse. Et comment en finir avec ce syndrome de la page blanche. Mon invitée aujourd'hui pour en parler est Florence Grégeois. Florence est growth marketer depuis plus de 15 ans et elle accompagne les grandes entreprises issues du CAC 40, des Fortune 500 et des groupes internationaux. C'est aussi une passionnée de création de contenu, d'après ce qu'elle m'a dit et d'après ce que je peux lire également sur LinkedIn, où elle est très présente. Elle utilise les contenus notamment pour aider ses clients à générer des résultats. Salut Florence, comment tu vas? Salut Laurie, écoute, hyper bien, je suis très très heureuse d'être ici. Bonjour à tous. Bah, écoute, nous aussi, on est ravis de t'accueillir sur ce podcast et je peux déjà dire que tu as beaucoup de choses à raconter sur ce thème qui est une des questions qu'on nous pose le plus souvent. Comment créer du contenu, comment ne pas être à court de contenu et comment vaincre au syndrome de la page blanche. Parce que la page blanche, ce syndrome terrible, on le connaît tous. Peut-être toi aussi d'ailleurs. Tu l'as déjà Alors connu? écoute, oui, totalement, tu sais, le syndrome de la page blanche, on l'a tous à un moment donné. Et en fait, il suffit de connaître quelques astuces pour pouvoir le contrer ou en tout cas le transformer en allié. Eh ben, écoute, ça tombe bien puisque tu es là pour en parler aujourd'hui. Et on sait que quand on crée du contenu, se retrouver sans idée devant son post ou sa page, c'est vraiment la bête noire. Et, euh, et qu'en réalité, comme tu le dis, comme tu vas nous le dire, on peut créer, on peut trouver de l'inspiration à peu près partout. Et la vie dans le quotidien, et notamment dans le quotidien. Mais je vais pas spoiler, on va en parler un tout petit peu plus tard, puisque dans cet épisode, tu nous as préparé un programme qui est, je pense qu'il va intéresser tout le monde. D'ailleurs, je vous invite déjà à prendre carnet, papier et à vous installer dans un endroit calme pour prendre des notes, parce que Florence, aujourd'hui, elle va envoyer et elle va vous révéler on trouve des idées, comment on les organise selon un entonnoir de vente, donc on va organiser et comment ensuite on les transforme en contenus qui convertissent. Ça, c'est une promesse de rêve. Et si vous suivez précisément les conseils de Florence, vous allez voir que vous pourrez peut-être même avoir des résultats avant la fin de l'épisode, ou disons peu de temps après. Et alors, si vous êtes prêts, mettez-vous au calme et c'est parti. La question que on se pose régulièrement et qu'on nous pose régulièrement ici, c'est quels sont les contenus qui fonctionnent aujourd'hui pour justement ne pas être à court d'idées? Alors, tu sais, aujourd'hui, Laurie, il y a plusieurs catégories de contenus qui Oui. fonctionnent et qui plient le game. Je te parlerai bien sûr de LinkedIn parce que c'est quand même mon terrain de prédilection. Maintenant, si tu veux, ce que je vais te donner ne déroge pas à la règle de l'ensemble des contenus. Tu vois, qu'ils soient sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, etc., ou sur YouTube, tu as trois catégories de contenus qui reviennent régulièrement et sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour créer effectivement eh bien, des contenus qui soient différenciants et qui te permettent d'émerger. Le premier, ce sont des contenus inspirationnels. Ce sont souvent des contenus top of the funnel. Mais ça, on va en parler juste après. Ouais, je te demanderai de Dans les... clarifier juste après. Exactement, avec grand plaisir. Dans les contenus inspirationnels, tu vas retrouver des contenus qui sont liés à la motivation. Tu vas donner des exemples par rapport à ton parcours. Tu peux effectivement donner des tips qui t'ont aidé à réellement changer notamment ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit, parce qu'on le sait, l'état d'esprit contribue aussi à la réussite d'un business. Et puis, Absolument. tu peux effectivement, Laurie, raconter tes succès, tes échecs, parce que des échecs, c'est aussi des voies d'enseignement, d'amélioration et donc, les échecs deviennent simplement des tremplins pour faire les choses différemment. Donc, ça, c'est la première catégorie. Ok, alors juste, je rebondis. On est d'accord que c'est très intéressant, contenu inspirationnel. Dans ces contenus inspirationnels, on va quand même parler d'une certaine transformation, de comment on a résolu un problème, de ce qui nous a aidé. On partage quelque chose. On est d'accord que simplement mettre une citation sur un visuel n'est pas forcément un contenu toujours inspirationnel, Exactement. parce qu'on en voit Tu beaucoup, hein. sais, oui, on en voit beaucoup et en fait, les stats montrent qu'elles n'ont pas vraiment de succès. Ce ne sont pas en fait des contenus dans lesquels on va se reconnaître. Il n'y a pas le biais de similarité qui va entrer en action. Souvent, tu vas effectivement avoir un très faible taux d'engagement. Un contenu inspirationnel, c'est comment moi j'ai pu effectivement construire mon entreprise et quels ont été les écueils à travers lesquels je suis passée
Comment? Eh bien, j'ai appris à partir de ces écueils pour modéliser, par exemple, un processus de collaboration, une façon de produire justement du contenu, ou alors une expertise que j'ai pu affûter. Eh bien, ce contenu, ce partage d'expérience, eh bien, va faire appel aussi à ce que d'autres personnes auront vécu ou même vont pouvoir être confrontées à. Et donc, de cette manière-là, eh bien, elles vont pouvoir justement s'inspirer de ce que tu partages et en faire eh bien, un axe d'optimisation et un axe de croissance. Ok, bah, super intéressant. Donc je répète, un des premiers contenus qui fonctionne, c'est le contenu inspirationnel. Et tu nous as dit une petite chose au tout début, c'est un contenu top of the funnel. Donc je te laisse juste clarifier cette petite chose pour que tous nos auditeurs sachent exactement, même si je pense qu'il y en a une partie qui sait ce que c'est, mais je te laisse clarifier cette partie pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, le contenu top of the funnel, c'est le contenu qui est en fait à audience large. On touche une audience très étendue. Ce sont effectivement des contenus qui, par exemple, peuvent faire appel au contenu de développement personnel. Mais comme on en parlait, toi et moi, Laurie, toi, par exemple, ta passion, eh bien, c'est l'écologie, le développement durable. Eh bien, dans ces contenus top of the funnel et inspirationnels, tu peux aussi partager la manière dont cet engagement que tu as impacte tes choix de collaboration, de partenariat et de projet avec tes prospects, tes clients, mais aussi tes partenaires. Donc, le top of the funnel va venir en fait assurer ta découvrabilité et attirer à toi des gens qui vont avoir des points en commun et qui te découvriront. Alors, effectivement, à mesure qu'ils avanceront et évolueront dans ce qu'on appelle le parcours d'achat ou le parcours du persona buyer ou encore l'entonnoir. Ok, bah, c'est très clair. Je te remercie pour cette précision. Donc quel est la deuxième catégorie de contenu qui fonctionne, qui plie le game, comme tu dis? Eh bien, écoute, la deuxième catégorie de contenu, c'est celle qui va être pédagogique. Tu vas pouvoir transmettre les fruits de ta connaissance. Ce que tu as pu partager à travers l'inspirationnel, finalement, on est sur un entonnoir un petit peu inversé, tu vois, de recherche d'idées et de sourcing, en tout cas de contenu. Eh bien, dans le volet pédagogique, tu peux partager des erreurs fréquentes qui ont été observées, que tu as faites toi-même, ou simplement que tu observes par ailleurs. Pas de jugement. On n'est pas là justement pour faire un contenu qui aille aux dépens des autres. On a une éthique, évidemment. Donc, les erreurs fréquentes, par exemple, dans la rédaction de contenu, ça peut être intéressant parce que souvent, bien, par méconnaissance, et nous, les premières, on va tomber dans ces pièges-là. Mais justement, c'est ça qui va nous permettre de nous améliorer. Il y a les méthodos. Hein, effectivement, ça, tu vas l'observer notamment dans des contenus sur LinkedIn à travers des carousels. Comment effectivement je vais rédiger une page de vente qui convertisse? C'est quoi la méthodologie? La fameuse méthodo. C'est effectivement, ce sont des posts qui, quand ils sont bien faits, engagent beaucoup. Donc Totalement. c'est du partage de connaissances, c'est du partage de conseils et de connaissances. Donc Exactement. pédagogique. C'est totalement. Et tu as ensuite les idées reçues, tu vois. Et ces idées reçues, ça peut être sur des méthodologies de vente, par exemple. Ce peut être aussi sur, effectivement, la posture lors d'un entretien si on recherche un job ou simplement en tant que recruteur si on recherche un candidat. En fait, là, on va pouvoir passer au crible tous les sujets qui sont liés alors de façon connexe à nos métiers, mais sur lequel on apporte en fait un enseignement, une pédagogie. Et comme on sait que l'on reçoit énormément donnant, eh bien on va offrir généreusement, sans attendre de retour évidemment. Et c'est un moyen aussi de pouvoir entre les uns les autres, enfin entre les uns les autres, de pouvoir créer en fait une émulation et un apprentissage réciproque. Et beaucoup de valeur. Et là, c'est un point important que tu soulignes, c'est ne pas avoir peur d'être généreux et de donner ce contenu et ces conseils. Ça ne nuit pas au business. Ce n'est pas parce qu'on donne généreusement des conseils que derrière les personnes qui les lisent vont les accaparer, qu'on n'aura jamais de clients. Et au contraire, c'est vraiment basé sur le qui donne reçoit. Et donc ça, je te remercie d'insister là-dessus, c'est de pas forcément radiner en disant je vais pas trop en dire non plus parce que après on pourrait me piquer mes idées ou qui ou quoi. Donc ça, c'est important, je pense aussi. Tu sais, Laurie, alors après moi, c'est pas ma perception, mais je trouve que c'est super important de partager. Tu partages effectivement un maximum. Ça ne veut pas dire que les personnes en face de toi, auront envie de reproduire ce que tu fais Absolument. précisément, sauront précisément aussi comment le faire ou auront le temps.
Et ensuite, tu peux produire effectivement un tas d'enseignements sans forcément rentrer dans la profondeur de la manière de le réaliser, Exactement. parce que justement, c'est ça aussi qui te permet d'avoir un espace pour justement te développer commercialement. On dit quoi, mais on dit pas forcément comment. Exactement. C'est très clair. Et donc ça correspond, du coup, si on reprend le parcours dont tu parlais tout à l'heure, top of the funnel, ça reprend une deuxième étape qui est Eh bien, c'est le mot fou. Et le mot fou, ça te permet en fait de générer de l'engagement. C'est ce qu'on appelle le milieu du tunnel. du milieu du Le tunnel. milieu du tunnel, eh bien, on commence à raffiner l'audience qui vient vers nous. C'est-à-dire que du coup, on va forcément perdre une part de cette audience-là, puisque on s'approche de plus en plus vers effectivement l'expertise qu'on va pouvoir proposer. Donc, ces contenus pédagogiques vont intéresser une frange des personnes qui seront venues par les contenus inspirationnels. Et Ok. ensuite, je t'expliquerai comment tu vas pouvoir faire en sorte d'intéresser ton audience, enfin, de façon un petit peu plus large, parce que, on le sait très bien, on ne construit pas un contenu tout seul dans son coin. Ok, bah écoute, je t'en prie, poursuis. C'est super intéressant. Donc, il y a un troisième type de contenu que tu avais précisé au début, puisque tu nous avais parlé de trois types de contenus. Et le troisième, Tu c'est... as, Vas-y. alors, c'est un contenu que toi, tu adores, que tu pratiques, parce qu'effectivement, tu organises des lives Mm. qui sont effectivement sur la construction de contenu. Est-ce que tu peux nous dire comment on structure ça pour que ça évite de partir dans tous les sens et que finalement on s'essouffle et on perd courage? Alors écoute, tu sais, c'est simple, Laurie. Tu vois, là, je t'ai déjà, en fait, j'ai un peu mangé les informations que j'allais te délivrer juste après. Dans tes catégories de contenu, déjà, donc tu sais qu'on a structuré tout entre le haut du Oui, tunnel, le milieu du tunnel et le bas du tunnel. Donc tu sais que le haut du tunnel, on est sur de l'inspirationnel, le milieu, on est sur du pédagogique, et le absolument. bas du tunnel, on est sur du promotionnel. Donc là, on est vraiment, on va dire qu'on est sur un cas pédagogique. Là, je te partage en fait simplement un enseignement, mais rien ne vaut la pratique. Donc, ce que l'on va faire là ensemble, tu vas le tester, tu vas le raffiner, tu vas le poncer, comme on dit en fait dans le langage effectivement de la construction. Tu vas aller au bout du système parce que c'est ça qui va te permettre d'identifier des pistes pour générer de la croissance, croissance de l'intérêt de ton audience et croissance effectivement d'attractivité de ton audience, ou en tout cas de celle que tu n'as pas encore. Donc, du coup, tu testes, tu répartis 30%, 30%, 30%. Et là, tu vois. Et tu vois au fur et à mesure, effectivement, de tes semaines, comment ton public et justement réagit à tes contenus. Minimum un mois, je trouve. Parce que pour le coup, dans mon cas, j'ai pu voir au bout d'un mois certaines réactions, certains retours, des personnes effectivement engagées plus sur certains contenus et moins dans d'autres. Et puis tu comprends qu'effectivement, il peut y avoir aussi des phénomènes d'usure dans les contenus. Donc en fait, les réactions de ton audience vont être un véritable laboratoire. On ne construit D'accord. pas dans une communauté, on Ok. construit avec. Donc du coup, on démarre, quand on n'a pas d'idée, on démarre un tiers, un tiers, un tiers. On Voilà. fait un tiers de chaque. À raison, toi, tu recommandes combien de posts par semaine? Alors écoute, là je vais t'avouer, hein, je te fais mon coming out, je suis mauvaise élève, j'ai fait un break ce mois-ci parce Oui, que je l'ai j'ai eu vu. énormément de demandes clients, tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Je vais reprendre de plus belle. Donc là, ça y est, je reprends parce que j'ai batché mes contenus. Quand on dit Ouais. batcher, on dit qu'on prépare des contenus Oui. d'avance. Ça nous permet d'anticiper sur justement la charge de nos journées. En général, le mieux pour moi, c'est un minimum de 3 posts par semaine. Mm. Tu vois, parce que ça te permet en fin de compte alors déjà de voir et de tester l'algorithme, de pouvoir aussi tester et d'identifier, de qualifier, de comprendre la réaction de ta communauté autour et ensuite d'ajuster ce que tu vas produire et partager. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, tu verras et tu vas te rendre compte à la pratique que tu as des contenus haut du tunnel, inspirants. Et Alors, tout après? à fait, on peut commencer par 3 postes parce qu'effectivement, tu peux avoir au départ, si tu veux, tu vois, la perspective de cliquer sur le bouton publier et de se montrer peut être déjà effectivement flippante pour certaines personnes et c'est totalement légitime. Donc, la plupart du temps, quand j'échange avec effectivement mes clients, la réaction, c'est soit qu'est-ce que je vais raconter ou j'ai pas le temps. Et donc, commencer par ces fameux 3 postes, c'est un moyen, si tu veux, de mettre le pied à l'étrier et de rentrer dans l'exercice. Et ensuite, rien ne t'empêche de te dire, je publie tous les jours, voire je publie 2 fois par jour.
Ça va s'ajuster selon effectivement déjà toi, ton objectif business. Évidemment, si tu souhaites générer un maximum de leads, eh bien, tu vas composer justement entre l'outbound et l'inbound, c'est-à-dire entre créer du contenu qui fait venir à toi et Oui. puis faire de la prospection, c'est-à-dire aller au-devant de prospects, de clients potentiels. Et bien là, après, du coup, dans cette stratégie-là, tu peux te dire, je vais augmenter mon contenu parce que j'en ai besoin. Et puis, tu as d'autres personnes qui n'en auront pas forcément besoin. Moi, c'est mon cas, je reste à 3 posts par semaine et c'est très, très bien. Et ça me génère déjà, en tout cas, du résultat et du retour sur investissement. Ok, donc on est bien d'accord, il n'y a pas d'obligation à faire plus. Ça dépend de la stratégie et de son besoin. Donc, il n'y a pas d'injonction à se dire il faut publier 2 fois par jour. Il n'y a pas d'injonction à dire que 3 par semaine, c'est ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut, on peut commencer avec 3 par semaine et après, on ajuste par rapport à ses objectifs et à sa stratégie. Exactement. Écoute, c'est hyper clair et bah, pour terminer, alors j'ai dit pour terminer, mais je sais que tu en as pas mal à balancer maintenant encore. Tu vas nous partager ce que tu as appelé les 5 pistes pour des idées de contenu no limites. Donc ça, c'est maintenant qu'on a bien compris quels étaient les différents types de contenus, comment on les structure, de quelle façon on peut poster et comment on établit son rythme de croisière, on va dire. Est-ce que tu peux nous partager tes pépites, tes 5 pistes pour des idées de contenu no limites? Oui, complètement. Alors, je vais te partager celles que moi j'ai pu observer. Oui. Et puis, tu verras qu'effectivement, après, tu auras des pistes qui seront celles que toi, tu vas utiliser parce que tu créeras des affinités avec ces pistes et tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Donc, je vais te donner effectivement celles qui me servent. Et j'en ai en fait certaines qui sont parmi mes préférées. La première, d'ailleurs, J'ai c'est hâte. celle que j'affectionne. Ouais. Dis-moi. Alors, la première, c'est que pour moi, et c'est ce que je répète effectivement tout le temps autour de moi, je te l'avoue, les commentaires et les commentaires de tes publications sont justement des sources à contenu énormes. Je te le disais préalablement, en fait, la première chose à savoir si tu veux créer du contenu, c'est que c'est avec ton audience que tu vas pouvoir le créer. Tout part de là. En fait, tout part de deux principes. Le premier, c'est d'échanger au maximum avec ta communauté. Et c'est de ta communauté que va venir les idées de contenu, que vont venir les idées de contenu. En fait, ta communauté te remonte dans un échange et une interaction. On est donc dans une relation de dialogue, de conversation, et c'est le propre des réseaux sociaux. C'est dans cette conversation-là qu'on va aller puiser un maximum d'idées. On peut donc être amené à poser des questions à son audience, à mettre en place des sondages, à interagir dans les commentaires pour pouvoir glaner un maximum de retours sur expérience ou même de demandes, de questions concrètes. Et c'est Donc vrai les que commentaires sur LinkedIn, c'est un truc que j'ai vu que tu faisais, que tu fais souvent, c'est de poser une question. Je sais que moi, quand je laisse un commentaire, c'est pas rare que tu poses une question derrière pour justement venir creuser et sans doute bah, utiliser ce contenu, voir si ce contenu, tu peux l'utiliser par la suite ou pas, mais pour justement enrichir le débat et comme tu le dis, parce que dans les commentaires, souvent naissent les prochains sujets ou exactement, peuvent naître en tout cas les prochains sujets. tu as totalement raison. En fait, tu vas voir que les commentaires, alors tu as déjà les commentaires sur tes posts, sur ton contenu organique, sur Oui. les posts, les publications que tu construis toi-même et que tu partages. Mais tu verras aussi, je te le montrerai, qu'il y a aussi une autre piste, c'est celle d'aller chercher aussi et puiser dans les commentaires simplement des utilisateurs LinkedIn. Oui. Donc tu as les deux. Dans ceux de ta communauté, c'est très simple. À chaque fois que quelqu'un publie un commentaire sur ton post, tu poses une question. Quand tu vas en soirée, quand tu vas à un dîner, tu te retrouves avec une personne en face de toi qui discute. Et ce qu'il se passe, c'est qu'évidemment, tu as un jeu de questions et réponses. Sur un réseau social, c'est la même chose. Cette conversation, elle se transplante, elle se transpose directement sur la plateforme où tu es. Donc la question va nourrir, si tu veux, la réponse dans le commentaire de ton audience va nourrir une question que tu vas pouvoir poser et qui va t'aider à travailler, à optimiser ta connaissance de persona, donc ta cible idéale, on est Mhm. d'accord, hein,
Et en même temps, ça va te permettre de réfléchir à des optimisations de produits, de prestations de services. Ça peut t'aider à créer une banque d'idées dans ta base de connaissances Notion pour préparer tes futurs posts, etc. C'est une mine d'or d'idées. Et qui est largement, à mon avis, sous-exploité. Donc, je pense que rien que cette première piste, c'est une vraie pépite, c'est un vrai joyau. Donc, merci de nous l'avoir partagé. Et c'est vrai, comme tu le dis si bien, être inspiré par du contenu. Et cette barre de recherche, effectivement, sans doute, elle est sous-utilisée par beaucoup de monde et elle permet de s'alimenter en idées de contenu qui peut fonctionner ou au moins en sujet qui intéresse notre audience. Exactement. Et tu verras qu'une fois que tu as fait tes résultats de recherche, tu vas sélectionner vos groupes et vos pages. Et ensuite, tu pourras parcourir l'ensemble des posts et des commentaires. Tu vas retrouver pareil des petites pépites cachées, ça et là, qui vont pouvoir t'aider justement à trouver des pistes d'inspiration. C'est un petit jeu du détective, en fait. Exactement. Tu es un vrai détective. Ouais, ceci dit, ça a quelque chose de très amusant aussi, hein. Et tu m'as partagé, tu m'as dit qu'il y avait aussi une troisième piste qui était Google Play. Alors là, je suis un peu plus, j'attends que tu m'en dises un peu plus. Alors oui, moi, Google Play, c'est un terrain de chasse, entre guillemets. J'adore Google Play parce que, tu sais, je suis férue de produits. Dans mon travail, en fait, de grosse marketeur, mon gros dada, c'est d'aller comprendre effectivement les retours d'expérience des utilisateurs pour pouvoir aider à optimiser le produit. Et j'entends par produit le site Internet, une application et même simplement une solution ou une prestation. Et Au ben, sens Google très Play, large. c'est, ah oui, au sens très large. Donc, tu travailles le produit de ton client et de cette manière, effectivement, en complément des interviews persona et autres de ce que toi, tu sais hyper bien maîtriser, Laurie, eh ben, tu vas chercher effectivement des informations sur Google Play. Et sur Google Play, tu as les avis des utilisateurs des applications. Ces avis-là sont des Du ressources pain béni. incroyables. Ah, mais total, total. Ok, Euh, on sent Vas-y. toute la passion derrière justement du détective qui trouve la solution. Je dois bien dire que c'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire. Aller regarder des commentaires, oui, mais précisément sur Google Play, ça m'est pas encore arrivé. Donc, je le note et je pense que j'essaierai rapidement. Tu verras que Google Play, en plus, est hyper intéressante comme plateforme parce que déjà, c'est la numéro un aujourd'hui en termes de téléchargement Ouais. d'applications. Il y a certains déclins, mais ça, c'est dû effectivement à la volonté de Google de s'attaquer, en fait, si tu veux, aux éditeurs qui ne remplissent pas les conditions d'utilisation. Tu vois, donc ils violent ces conditions d'utilisation. On parle notamment de RGPD et autres. Et donc, du coup, à travers Google Play, tu vas pouvoir aller récupérer les avis des utilisateurs. Merci Florence. Du coup, quatrième piste pour aller chercher. Déjà avec les trois, on va être bien occupés, mais je sais qu'il en reste encore deux autres. Donc deux réseaux Ex- sociaux. Exactement. Alors, je fais une toute petite aparté sur la troisième et je saute immédiatement sur la quatrième. Ouais. Sache que tu peux aller aussi chercher des avis sur Trustpilot, Quora, Amazon, les groupes LinkedIn et Facebook et Glassdoor si tu fais de la com RSE, c'est-à-dire si tu travailles la marque employeur. Ouais. Donc, pareil, sur toutes ces plateformes. Donc, quatrième réseau sur lequel on peut aller trouver des idées pour enrichir sa veille pour créer du contenu. Oui, tout à fait, Laurie. En fait, le contenu sur Instagram Reels génère 22% d'engagement en plus par rapport aux vidéos classiques. Ça, ce D'accord. sont des données issues d'une étude, d'accord? Et en plus, ça, c'est une étude mondiale d'Instagram qui a été faite en 2022. Oui, donc Donc là, hyper pour le récent, coup, quoi. c'est hyper récent. Donc là, Ok. tu vas te faire des idées. Et alors, qu'est-ce Donc de qu'on la trouve même, comme trésor sur Instagram? de la même manière que tu le fais, par exemple, tu tapes ton mot-clé dans la barre de recherche d'Instagram, tu cliques sur l'icône Reels en bas de ton écran et tu vas pouvoir partager, tu vas pouvoir parcourir le feed de Reels et cliquer sur les posts qui t'intéressent. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, outre le fait que tu vas consulter les commentaires de ces Reels, tu vas pouvoir aussi noter des hashtags associés. Donc, tu vas te créer une bibliothèque de hashtags Tu fais d'une pierre deux pour tes coups, quoi. futurs contenus. Eh bien, carrément. Oh, écoute, j'adore ce genre d'astuce. Tout ce qui peut aider à gagner du temps et à faire deux choses en même temps, je suis toujours preneuse. Allez, dernière piste que j'ai appelée réseau social, parce qu'en fait, c'est aussi un réseau social, mais pas celui auquel on s'attend. C'est la vie quotidienne que tu nous partages. Comment on pioche dans sa vie quotidienne?
Alors oui, totalement. La vie quotidienne, c'est du pain béni. En fait, tout simplement parce que, tu vois, dans chaque jour, en fait, tu as des conversations. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. On a des conversations avec des gens qui peuvent devenir ou être de potentiels partenaires ou clients. Mhm. Ces échanges-là, souvent, tu donnes du conseil de manière hyper naturelle. Et ces conseils-là donnent lieu à un retour de la personne qui va être très positif, souvent joué, qui peut être ah bah pour le coup tu as levé, tu m'as retiré une épine du pied, tu as résolu un problème ou une question que je me posais depuis très longtemps. Merci, je vais pouvoir avancer, etc. Et ben ces échanges-là sont, mais alors des ressources à aider incroyables. Et ce que j'ai coutume de conseiller, c'est que à chaque fois que vous avez des échanges avec des clients ou même avec des personnes justement dans votre entourage business, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez en note, grosso modo, ce qui a été la conversation, vous la divisez en trois parties. Un, le contexte de la demande. Deux, la problématique. Trois, les solutions que vous avez apportées. Et enfin, vous pouvez rajouter un petit bonus qui est le ressenti qui a été exprimé par votre interlocuteur. Hyper important. Ça va vous aider en fait à trouver des idées, et surtout, c'est aussi un moyen de s'appuyer sur un retour d'expérience positif. Et on en a besoin aussi pour se construire. On en a tous besoin parce que ça participe à une confiance supplémentaire, ça participe aussi à la liberté qu'on va se donner de créer du contenu. Donc à l'audace, aller puiser dans ces échanges et sur le retour positif, c'est très important parce que c'est édifiant. Bah, merci. Je suis d'accord sur le ressenti. C'est hyper important parce que du coup, on peut aussi permettre à notre interlocuteur ou au lecteur de se projeter. Et c'est toujours, on sait que c'est toujours plus fort en termes d'engagement quand on est projeté dans une émotion positive. Exactement. Bah, merci pour tous ces beaux partages. Je pense que là, comme la promesse, comme ça a été la promesse au début de notre conversation, je pense que plus personne ne pourra dire qu'il ne peut pas, qu'il n'aura plus d'idées de contenu, parce qu'avec ce que tu nous as livré aujourd'hui, ça n'est juste pas possible. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot avant qu'on conclue? Oui, j'ai envie de te rajouter deux petites choses, vraiment deux petites choses, un petit bonus que je t'ai réservé en fait de côté en me Oui. disant ça allait te plaire. C'est que on a tendance à l'oublier ou à le minimiser aujourd'hui, mais dis-toi que tous les contenus sociétaux, et notamment les contenus qui sont issus des médias, donc de la presse, donc de Google Actualité, sont des contenus qui vont te donner déjà des tendances de façon macroéconomique. Dans Google Actualité, ou même en utilisant un Feedly, et pour t'abonner effectivement aux médias, aux créateurs de contenu, aux hashtags, aux sujets qui t'intéressent, eh bien, LinkedIn pour exploiter la puissance des commentaires, Facebook pour aller puiser justement dans les retours d'expérience et les questions que se posent justement des membres de groupe, Google Play pour aller comprendre quels sont les points de douleur, mais aussi les perceptions de succès des utilisateurs d'applications dans les avis, Instagram, mais même TikTok, parce que justement, on n'a pas parlé de TikTok, mais c'est la même chose. À travers Instagram comme TikTok, aller rechercher du contenu pédagogique et justement des commentaires où il peut y avoir des questions auxquelles vous pourriez répondre, des objectifs aussi des objections que vous pouvez lever et construire votre base de hashtags. Et enfin, la vie quotidienne qui va vous permettre de convertir vos échanges en sujets promotionnels. Le bonus que je vous ai donné, eh bien, c'est Google Actualité avec les couvertures médias, c'est-à-dire les articles médias, les études des instituts de sondage, des cabinets, des analystes et des think tanks, qui, pareil, vont vous aider à sourcer. Un grand merci à toi, Florence. Et est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Oui, tout à fait. Écoute, je t'avoue que tous ces processus-là, eh bien, j'ai pu les huiler parce que j'ai eu l'occasion, de pouvoir interagir avec vous tous et de lire aussi tes contenus, Laurie, parce qu'effectivement, eh bien, rien ne vaut pour vos commentaires, mais aussi pour vos contenus à tous, rien ne vaut de venir publier, interagir avec des posts d'autrui. C'est là où vous allez puiser de la ressource. Souvent, le post d'une personne est un point, effectivement, de démarrage de votre imagination pour laisser émerger un sujet. Et ensuite, effectivement, à travers Refer,
à travers la communauté, effectivement, qui est portée par Caroline Mignot et Arnaud Gazet, j'ai pu avoir l'occasion de partager une aventure extraordinaire avec Frédéric Michel Chevalier, qui est la Refer School, et pareil, d'aller comprendre comment, effectivement, eh bien, se précise ce processus de création de contenu. Donc, un immense merci pour ces opportunités, et puis ce n'est que le début, évidemment. Mais surtout, un très grand merci à toi, Florence, pour tous ces partages. Et je te rejoins effectivement, la communauté Refer a permis de très belles choses ces derniers mois pour beaucoup de monde et notamment toi. C'est sur ces mots que je vais vous laisser. Je vais vous laisser plein de ressources en commentaire. Florence, vous allez voir, à laisser donc son lien LinkedIn. Elle vous met à disposition un template qui s'appelle la Content Machine, qui va vous permettre de mettre en place tout ce qu'elle nous a livré aujourd'hui comme, comme enseignement. Donc n'hésitez pas, ça sera dans les ressources. Et sinon, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Laurie. Merci et merci à tous.